j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être un update lecture. Je vais donc me faire un plaisir de vous donner mon avis sur mes 5 derniers livres lus. Dans un premier temps, je vous dirai ce que j'ai pensé du tome 2 de la série Le Club des Tricoteuses Anonymes. Je vous parlerai aussi du minuscule recueil de 2 nouvelles de Karen Gibel qui s'intitule Maître du jeu. Vous aurez mon avis sur le dernier tome de la trilogie Elia la passeuse d'âme. Vous saurez également ce que j'ai pensé du tome 2 de la série Sherlock Lupin et moi. Et pour terminer, je vous dirai si le 4e et dernier tome de la série La Passe Miroir a été un coup de cœur à l'image des 3 premiers tomes. Alors du coup, je commence avec ce livre-ci. Ce livre, c'est donc le tome 2 de la série Le Club des Tricoteuses Anonymes. C'est plus particulièrement Simplement Amies, entre parenthèses, malgré affinité. Et c'est écrit par Penny Reid. Je l'ai aux éditions MXM Bookmarks. J'ai lu le premier tome il y a plus d'1 an, je dirais. Et j'aime énormément le travail de l'illustratrice. J'adore en fait toutes les couvertures de cette série. Mais c'est vraiment qu'une parenthèse, puisque le livre, parlons-en tout de suite, il n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Je lui ai mis tout juste la moyenne 2,5 sur 5. J'avais beaucoup aimé le premier tome, ce qui m'a du coup incité à me procurer la suite, puisque j'ai aussi le tome 3 dans ma pile à lire. Mais autant la romance du premier tome m'a convaincue, autant là pour le coup ça n'a pas été le cas. Je vais vous résumer rapidement l'histoire. En gros, on suit Elisabeth qui, à l'image de chacune des héroïnes des tomes de cette série, fait partie d'un club de tricot et du coup elles se connaissent toutes entre elles, elles sont toutes devenues amies et elles se réunissent toutes une fois par semaine, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre, autour de projets de tricot. Elles boivent des cocktails, elles se racontent leurs histoires de cœur, etc. Et du coup là on suit Elisabeth qui est médecin dans un hôpital et qui va tomber du jour au lendemain, complètement par hasard, sur un garçon qui l'a profondément marqué lorsqu'ils étaient enfants et puis après pendant toute son adolescence, puisque c'était un garçon qui a fait d'elle son souffre-douleur. Voilà, il la rabaissait tout le temps, il était tout le temps en train de lui chercher des poux sur la tête, et elle en a énormément bavé, elle en a énormément pleuré. Des années après, ils ont chacun leur boulot. Lui, c'est devenu une célébrité puisqu'il fait une émission de télévision où il est ultra connu. Elle, comme je vous l'ai dit, elle travaille dans un hôpital. Leur vie respective n'a absolument rien à voir l'une avec l'autre. Et ils vont se confronter de nouveau. Pourquoi est-ce que ça ne m'a pas plu en quelques mots? C'est très simple, j'ai trouvé que la romance manquait cruellement de crédibilité. Je veux dire, très rapidement on passe du « tu m'as traumatisé toute mon enfance, tu m'en as fait voir de toutes les couleurs » à « tu es trop beau, je t'aime, tu es l'homme de ma vie » quoi. Non, voilà, j'ai trouvé que le cheminement mental n'était pas suffisamment long, n'était pas suffisamment développé. J'ai eu l'impression qu'on passait un petit peu du jour à la nuit en un claquement de doigts et moi ça m'a déplu. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait un fort manque de crédibilité. Pourtant le début c'était bien parti. J'ai retrouvé avec plaisir la plume de l'auteur qui est ultra dynamique, qui est ultra humoristique. Mais très rapidement, je me suis embêtée parce que c'est ça l'autre gros point noir de cette histoire, c'est qu'il y a des longueurs. Alors quand je vous parle de longueur, il se passe une soirée dans le bouquin, mais je ne sais pas, ça se déroule sur plusieurs dizaines de pages. Et au bout d'un moment, tu as juste envie que ça s'arrête parce que c'est trop long. Tu te dis, on va pas passer tout le bouquin pendant la durée de cette soirée quand même, c'est pas possible. Donc voilà, trop long, trop peu crédible, c'est ce qui est à retenir malheureusement de ce tome 2. Heureusement, les personnages secondaires sont toujours là, j'aime toujours le contexte de cette histoire. Elisabeth est quand même une héroïne relativement chouette à suivre et c'est ce qui a quand même valu un 2,5 sur 5 et pas une note plus basse à ce livre. Changement de registre total avec le livre suivant, j'ai lu le recueil de nouvelles Maître du jeu, c'est écrit par Karen Gibel. Je l'ai dans sa version poche et en fait on retrouve les nouvelles post-mortem et les nouvelles J'aime votre peur dans ce livre-là. Il fait un tout petit peu plus de 100 pages, 130 pages je crois. Donc autant vous dire qu'en une journée je l'ai lu ce livre. Je vais d'ailleurs pouvoir le rendre à mon grand-père parce que je vous le dis tout le temps, mais les Karen Gibel c'est carrément son truc. Moi je les lui achète, il les lit, il me les prête. Je les lis et je les lui rends, voilà comment on fonctionne chez nous. Et j'ai lu
tellement peu de livres, j'ai l'impression, depuis le début de l'année, que je me suis dit, allez, je vais me faire une lecture rapide que je peux marathonner en une journée, ça me rajoutera facilement un livre au compteur, et c'est pour ça que du coup je me suis décidée à lire ce livre-là. Donc en fait, là aussi c'est un 2,5 sur 5 dans le sens où j'ai vraiment beaucoup aimé la première nouvelle et j'ai pas du tout aimé la suivante. Voilà, j'aurais voulu du coup inverser. J'aurais voulu que celle que j'aime le moins se retrouve en premier, mais maintenant chacun ses goûts. Peut-être que moi j'ai apprécié la première et pas la deuxième, et peut-être que certains lecteurs, certaines lectrices ont eu le sentiment inverse. Voilà, on ne peut pas savoir. En tout cas, je ne vous résumerai pas ces deux nouvelles parce que franchement, elles font 60 à 70 pages chacune, donc si je commence à vous dire de quoi il s'agit, il n'y a plus de grand suspense. En tout cas, la première, je l'ai trouvée à l'image des romans beaucoup plus longs de l'auteur, c'est-à-dire avec un twist final ultra surprenant, où tu te dis « Ah la vache, elle est quand même perchée cette Karen Gibel, et elle a quand même de l'imagination à revendre et un sadisme incroyable pour nous pondre des trucs comme ça ». Et autant la deuxième, je sais pas, elle m'a pas fait vibrer, j'ai pas ressenti d'émotion particulière en la lisant. Je sais pas, je l'ai même trouvée franchement mauvaise, hein, pour vous dire. Pourtant, je suis pas un public très difficile en matière de lecture, mais là, voilà, ça l'a pas du tout fait avec moi. Donc un avis mitigé. Par la suite, je me suis motivée à reprendre en fait une pile à lire que je m'étais confectionnée, d'ailleurs c'était en vidéo, en début d'année pour terminer toutes mes séries trilogies en cours. Et il y avait dans cette liste le Elia, la passeuse d'âme. Donc c'est à ce jour la seule série trilogie écrite par Marie Vareille en matière de fantasy, puisque c'est une auteure de chick lit plutôt très orientée romance humoristique. Donc voilà, je me suis dit allez, cette série il faut absolument que je la termine. J'avais beaucoup aimé le premier tome, le deuxième m'avait valu, je crois que c'était un coup de cœur, hein, il me semble, à l'époque, et j'espérais que le troisième tome serait à la hauteur des deux premiers, mais là aussi j'ai un peu déchanté, sans pour autant être complètement mauvais. J'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre, il n'a pas été tout à fait à la hauteur de mes espérances là aussi. Je vais vous résumer cette série. En fait, je vous dis n'importe quoi, je vous dis que c'est de la fantaisie, mais c'est pas de la fantaisie, hein, c'est de la dystopie. On va suivre des passeurs et des passeuses d'âmes qui sont chargés en fait d'euthanasier les personnes qui sont considérées comme des poids dans la société, à savoir les vieillards, à savoir les pauvres, les criminels, etc. Et notre héroïne s'appelle Elia, c'est une passeuse d'âme, sauf qu'au contraire des différents passeurs d'âme, elle a des sentiments, elle ressent des choses, et elle a conscience que ce qu'elle fait, c'est pas particulièrement juste sur les bords. Donc un jour, elle va aider un garçon qu'elle était censée euthanasier à s'enfuir, et puis elle va prendre la fuite à son tour et faire partie de la rébellion, de la résistance. Voilà. Donc je me suis remise rapidement dans l'histoire. Moi j'avais peur qu'en laissant passer comme ça quasiment 2 ans je crois, hein, entre ma lecture du tome 2 et du tome 3, j'ai oublié pas mal de choses, et en fait il y a un résumé super détaillé au début du livre, donc c'est hyper utile, mais quand même je me dis que j'étais plus dedans. Il s'est passé trop de temps, et c'est ma faute si j'ai ressenti un 3 sur 5 pour cette lecture. Je suis persuadée que si j'avais lu de manière plus rapprochée ce troisième tome, ma note aurait été plus élevée, parce qu'en étant objectif, c'est un récit qui est quand même dynamique. On a la réponse à bon nombre de questions, et dans le dernier tiers du récit, il se passe une foule de choses. Il y a même des scènes assez haletantes où tu te dis oh là là, est-ce qu'il ou elle va s'en sortir? On va dire que les 2 premiers tiers du récit, je me sentais comme une spectatrice un petit peu lointaine de l'histoire, et il a fallu que le dernier tiers arrive pour que je me remette vraiment dedans et que je me sente vraiment très intéressée par ce que je disais. Et la fin est juste hyper réjouissante, quoi. Je veux dire, le final, j'aurais pas pu rêver mieux, c'était vraiment top, c'était pas tiré par les cheveux ou quoi que ce soit, ça restait plausible, donc ça c'est chouette. Mais voilà, il y a eu ces 2 premiers tiers où je me suis un peu embêtée, et ça c'est assez dommage, mais ça reste quand même une trilogie qui, je pense, va rester dans ma bibliothèque. Je pense pas que je m'en débarrasserai, parce que je serais contente de pouvoir la relire et bien de manière un petit peu plus intensive.
en me lisant les tomes l'un à la suite de l'autre d'ici quelques années. Parce que les 2 premiers tomes étaient juste vraiment hyper chouettes. Ensuite, je me suis dit que j'allais commencer la lecture de ma pile à lire automnale. D'ailleurs, je suis tellement contente des différents livres que vous avez choisi d'inclure dans ma pile à lire automnale. J'ai envie de tous les lire. Donc là, j'en ai lu 2 presque l'un à la suite de l'autre. Non, c'est pas presque, j'en ai lu 2 l'un à la suite de l'autre. Donc je me dis bon, je vais laisser passer un petit peu de temps avant de lire le 3e, sinon on va être en octobre, j'aurai déjà tout terminé, j'aurai plus rien à lire. Mais je me suis décidée à commencer cette pile à lire par le tome 2 de la série Sherlock Lupin et moi. C'est écrit par Irène Adler et c'est sorti aux éditions Albin Michel Jeunesse. La lecture du premier tome, ça a été l'une de mes premières lectures de l'année. Je l'avais bien aimé, je vous en ai parlé, je ne vais pas y revenir, mais c'est vrai que j'attendais un petit peu au tournant de pouvoir lire ce tome 2 pour savoir si oui ou non j'allais acquérir la suite de la série. Parce que même si le contexte était très chouette, les personnages également, l'écriture juste, il n'y a rien à dire. On en veut davantage des romans pour la jeunesse écrits comme ça, quoi. Mais c'est vrai que ça manquait un petit peu d'approfondissement à mon goût au niveau de l'intrigue policière, donc j'en attendais plus et je voulais savoir si ce tome 2 allait me convaincre. Eh bien, je peux vous le dire très rapidement, oui, 1000 fois oui, je suis ultra convaincue. J'ai énormément apprécié cette histoire, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et c'est évident pour moi que je vais m'acheter le reste de la série. C'est typiquement le genre de série que je prendrais grand plaisir à conserver dans ma bibliothèque puis à transmettre à mon fils lorsqu'il sera en âge de pouvoir savourer comme il se doit cette série. Je pense qu'à partir de, allez, pour un très bon lecteur et en étant accompagné de 9 ans, c'est chouette, 10 ans c'est encore mieux. Donc on découvre évidemment les personnages de Sherlock Holmes et de Arsène Lupin, mais dans leur version adolescente. Et accompagnée donc de leur amie Irène Adler. Cette fois-ci, ça se passe pas à Saint-Malo, cette fois-ci ça se passe à Londres. Et Irène va assister à eh bien, un spectacle de chant, donc avec une cantatrice, qui va être enlevée. Et dans son entourage, il y a l'assistant d'un célèbre compositeur qui, quant à lui, va être tué. Et Irène, avec ses 2 amis, vont mener l'enquête. D'ailleurs, c'est une enquête qui les impacte vraiment beaucoup plus que leur enquête précédente, puisque cette fois-ci, le père d'Arsène Lupin est emprisonné parce que la police est persuadée que c'est lui le coupable. L'auteur a réussi à en faire un truc génial et moi je dis oui, j'ai tellement envie de découvrir la suite de leurs aventures. On est en 1870 et le temps se déroule et je sais qu'après on passe en 1871, 72, il y a la guerre en trame de fond, bref, il y a tout un pan historique comme ça absolument passionnant et bon, faut que je m'achète la suite maintenant. Et pour terminer, je vais donc vous parler du 4e et dernier tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos. C'est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse, bien sûr. Je ne vais pas vous résumer cette histoire parce qu'on en a déjà trop entendu parler et puis parce que la plupart d'entre vous devaient au moins savoir de quoi il retourne. Non, je vais juste vous livrer mon avis. Alors j'en ai parlé un petit peu dans l'un de mes vlogs. La question 1 million. J'ai eu un coup de cœur pour les 3 premiers tomes. Est-ce que ce 4e a aussi été un coup de cœur? La réponse est non, pas de coup de cœur, malheureusement. Je suis pas super triste, super désolée ou quoi que ce soit, dans le sens où je m'y attendais un petit peu. J'ai lu ce livre en n'ayant pas trop d'attente et je crois que je l'ai lu au bon moment, c'est-à-dire ni trop tôt ni trop tard. Je suis contente de ne pas l'avoir lu au moment où il est sorti en même temps que tout le monde parce que pour le coup, ayant adoré le 3e tome comme les 2 premiers, eh bien, je serais tombée de haut. Et je suis contente de ne pas l'avoir lu non plus trop tard dans le sens où j'étais encore dans la dynamique passe-miroir. En plus de ça, je me suis refait les 3 premiers tomes cette année. Donc on peut dire que oui, j'ai lu la série dans son intégralité en 2020 et pas de coup de cœur quoi, pas de coup de cœur pour plusieurs raisons. La raison principale qui rejoint finalement la vie de tout le monde, c'est que c'est hyper alambiqué, plus ça va, plus l'auteur part dans un délire qu'on a franchement du mal à suivre. Alors, pour toutes les personnes qui se disent « Je n'ose pas lire ce tome 4 parce que ma lecture des 3 premiers remonte un peu et j'ai peur d'avoir du mal à raccrocher les wagons », n'ayez aucune crainte. Là aussi, il y a un résumé hyper détaillé au début du livre. Franchement, vous pouvez avoir lu le tome 3 il y a 2-3 ans en arrière sans problème. Là où c'est satisfaisant, c'est qu'on a la réponse à toutes les questions diverses et variées qu'on a pu se poser au long des 3 premiers tomes.
Mais ce qui est chouette est également un peu la faiblesse de ce livre, dans le sens où ça fait trop d'informations d'un coup, trop. À mon sens, l'auteur, elle aurait mieux fait de distiller certaines informations dans les 3 premiers tomes et d'en garder évidemment pour ce dernier tome, plutôt que de nous bombarder en un flot constant tout au long de ce 4e tome. À la fin, on est un peu comme des flèches en plein cœur. Vous voyez, on n'en peut plus quoi, c'est trop. Et puis il y a certaines informations qui, franchement, oui, ça sort de nulle part. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, c'est difficile de vous parler de ce livre sans vous spoiler quand même, hein. Mais en ce qui me concerne, j'ai adoré en savoir plus sur l'univers du livre. Pourquoi est-ce que le monde a été morcelé en différentes arches gouvernées par des esprits de famille? Ça, on le découvre, et l'explication, moi, elle m'a totalement convaincue. Après, tout ce qui touche aux ombres, aux échos, à l'autre, à Dieu, ben ça m'a pas convaincue en fait. Quant à la fin, je l'attendais au tournant. J'ai tellement lu souvent dans les avis concernant ce dernier tome, je n'ai pas été satisfaite par la fin m'a déplu, je me suis dit oh là là, alors si tout le monde dit ça, c'est que soit Thorne, soit Ophélie meurent, en même temps c'est normal, on s'attend au pire. Bon, encore une fois, je ne vous spoilerai pas, donc je ne vous dirai rien, mais je vous dirai au moins ceci, c'est que non, il ne meurt pas. Voilà. Maintenant, moi non plus, j'ai pas du tout aimé la fin. Même si ce dernier tome est un 3 sur 5, eh bien ça reste une série que je recommande parce que je n'oublierai jamais les 3 coups de cœur consécutifs que j'ai pu avoir pour les 3 premiers tomes. Ça a été une expérience de lecture incroyable. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!